micro marche, voilà. À vous, Emmanuel. Merci. Donc le but là, ça va être de démystifier aussi. Voilà, j'ai entendu la question sur le monstre. C'est la première fois que j'entends dire que le hub c'est un monstre. Bon, j'espère qu'après cette présentation, en tout cas, il ne faudra pas hésiter à me poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de questions tabou. C'est le but et je vais essayer de vous faire une présentation la plus pratico-pratique et de parler de choses vraiment concrètes. C'est ce qu'on a essayé de faire de la journée, notamment dans ces témoignages-là, hein. On est transparent, je vais vous dire où est-ce que ça fonctionne très bien, où est-ce que c'est encore un peu trop lent, etc. Et bien sûr, il y a des choses qui ne fonctionnent pas merveilleusement en France, particulièrement cette période, mais ça, on ne va pas en parler. Bien. Alors, le Hub, c'est un groupement d'intérêt public qui a été créé il y a 4 ans et demi maintenant, dans le cadre de la stratégie nationale de l'IA, hein, ça a été suite au rapport Villani. Et la mission principale du Hub, c'est faciliter l'accès à la donnée de santé pour la recherche d'intérêt public. La recherche d'intérêt public, c'est quelque chose de très large, on verra les finalités, hein, mais c'est vraiment extrêmement large. Et en fait, cette mission, on va dire assez générale, se décompose en différentes sous-missions. Là, je pourrais en mettre d'autres, hein, mais essentiellement, on joue le rôle d'un guichet unique d'accès aux données de santé en France. Je vais revenir sur tous ces points, hein, bien sûr, en détail. On a une plateforme sécurisée à l'état de l'art du point de vue de la sécurisation, à l'état de l'art du point de vue des... Enfin, en tout cas, on est une plateforme cloud avec des services de cloud managés à l'état de l'art du point de vue de la puissance computationnelle. En fait, on est capable de déployer des grosses puissances computationnelles. Et on va dire une animation de l'écosystème très large, tout l'écosystème avec beaucoup d'événements, beaucoup d'appels à projets, beaucoup de financements. On va aussi répondre à des appels à projets avec des acteurs de l'écosystème, et tout ça au niveau national, bien sûr, acteurs académiques comme gros industriels et start-up, mais au niveau aussi européen où on est extrêmement actif, hein. On a parlé enfin, je crois que c'est Antoine qui a mentionné au début l'espace européen de données de santé, ou je ne sais plus qui en a parlé. On joue un rôle absolument majeur sur l'espace européen de données de santé aujourd'hui. On est vu par la Commission européenne comme l'exemple à suivre au niveau national sur bien de points de vue et comme un des acteurs principaux pour des discussions au niveau européen. Et on est aujourd'hui, c'est nous qui mettons en place, qui sommes en charge de mettre en place la version pilote de l'espace européen de données de santé pour l'utilisation secondaire de données de santé. Donc c'est nous qui coordonnons ça et on a beaucoup d'autres actions. Et puis aussi au niveau extra-européen, bien sûr, on est aussi actif avec des partenariats avec différents pays. Quelques chiffres, on accompagne aujourd'hui 135 projets. Donc accompagner, c'est ce que vous avez entendu par exemple, hein. Les 3 exemples, c'est ça ce qu'on veut dire par accompagner. On voit passer beaucoup plus de projets que 135, mais il y en a 135 qu'on va suivre vraiment de façon extrêmement rapprochée. 34 impliquent des industriels et on en a une petite vingtaine, un peu en dessous, un peu moins de 20, qui impliquent des startups. Alors, je vais faire ma présentation en 4 temps. Premier temps, en fait, le Health Data Hub s'investit à côté d'acteurs institutionnels pour justement faciliter l'accès aux données de santé en France à tous les acteurs, hein. Donc, on va travailler de façon rapprochée avec les acteurs institutionnels. Et ça, ici, j'ai représenté un petit peu, on va dire, la user journey de la personne qui veut, ou de la start-up ou de l'institution qui veut accéder à des données de santé en France, hein. Et c'est en fait une user journey qui est en train d'être justement homogénéisée à l'échelle de l'Europe, hein. Ça, c'est ce genre de choses dont on discute à l'échelle européenne, c'est que ça va être un peu la même chose dans tous les pays et avec le même type d'étape, hein. Donc, première étape, évidemment, identification des bases de données d'intérêt. Deuxième étape, ces bases-là, elles doivent être standardisées pour une utilisation secondaire. Troisième étape, référencement et label. Ensuite, exploration des données. Et enfin, utilisation des données et transparence sur ce qui est fait avec ces données-là. Donc, je vais vous donner rapidement des aperçus de ce qu'on fait à chacune de ces étapes-là aujourd'hui déjà. Et je reviendrai sur chacun de ces points aussi un peu plus longuement dans les autres parties de mon exposé. Identification des bases prioritaires. Donc aujourd'hui, le Hub est responsable de traitement du catalogue de données du SNDS. Je vais reparler beaucoup du SNDS, donc je ne vais pas
Je ne vais pas en parler là trop, mais là il s'agit du catalogue du SNDS. Vous avez le SNDS dont on a parlé là, qui s'appelle en fait la base principale du SNDS, et puis il va y avoir un catalogue de bases de données autour, mais je vais vous donner la liste des bases en question. C'est un catalogue qui est construit de manière progressive et itérative. Aujourd'hui, il y a 13 bases incluant cette base principale du SNDS, et là, 15 bases sont sur le point d'être incluses dans la prochaine mouture du catalogue. Ce sont des bases qui ont été identifiées comme d'intérêt national et pouvant être mobilisées rapidement. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, ces bases soient copiées au sein de la plateforme du hub. Hein. Aujourd'hui, on a 1 péta de données sur la plateforme, pour vous dire à peu près. On est très actif. Hein. On a 1 péta de données à peu près, de données chaudes essentiellement sur la plateforme. Deuxième étape, standardisation de données pour la réutilisation secondaire. Donc là, on est évidemment extrêmement actif. On est en relation avec, je ne sais plus combien, mais ça doit être une petite centaine de producteurs de données avec lesquels on travaille régulièrement. Et on est extrêmement actif sur les aider à la standardisation. Et par exemple, ça, c'est aussi des choses qu'on fait au niveau européen, puisqu'il va y avoir justement une exposition par chaque pays à tous les autres pays des bases de données importantes qu'il y a en France. Et donc, il y a un travail qu'on fait de standardisation avec les producteurs dans ce cadre-là. Mais aussi, un travail important qu'on a fait, c'est qu'on a mis en OMOP, pour ceux qui ça parle, hein, c'est des standards classiques maintenant de données, on a mis en OMOP la base principale du SNDS, par exemple. Référencement et label, et ben c'est avoir un répertoire d'inscription des bases et définition de labels de qualité pour les bases de données en cours dans le cadre alors ça c'est dans le cadre d'un appel à projet européen. Quatrième point, exploration des données. Donc là c'est fondamental, un catalogue de métadonnées disponibles justement, enfin, qui correspondent à des informations sur les données qui sont disponibles via le HAL Data Hub notamment. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait au niveau européen. D'ici fin d'année, vous aurez, c'est ce qu'on met en place, vous aurez un service centralisé qui va vous permettre d'interroger à tout le monde, d'interroger les métadonnées des données qui sont disponibles sur 8 plateformes nationales de 8 pays différents. D'accord ? En gros, il y a 8 plateformes équivalentes du hub qui font partie de ce consortium, et on va mettre en place un service centralisé. Enfin, ça y est, il y a déjà des versions bêta qui tournent et qui permettent à tout le monde d'aller explorer. Utilisation des données, bon, bah, ça c'est la chose évidemment, c'est le point important de cette user journey, avec des outils facilitant l'accès aux données. Donc il y a la procédure d'accès évidemment, et ensuite évidemment la mise à disposition des données. Et à la fin, transparence et exercice des droits. Donc ça, c'est aussi important, c'est-à-dire qu'en fait, on met en ligne maintenant la liste de tous les projets qui sont effectivement réalisés via le hub. Et on met en place un portail d'information à destination des patients et d'un formulaire national pour faciliter l'exercice des droits des patients qui veulent se retirer. Voilà. Alors, maintenant, on arrive au point crucial, qui est le point de crispation. Mais c'est pas franco-français, hein, c'est international, ça, ce point de crispation-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles le hub a été créé, c'est qu'on veut faciliter l'accès à la donnée. On sait très bien que c'est compliqué en France. On ne va pas se masquer les yeux, c'est compliqué. C'est pas que, enfin, soyons clairs, hein, c'est pas que compliqué au niveau national, c'est compliqué un peu partout, hein, même au niveau local, c'est compliqué d'accéder aux données de santé. Et on est là pour faciliter avec beaucoup d'autres acteurs. On n'est pas les seuls à œuvrer dans ce sens, hein, heureusement. Et donc, on collabore avec de nombreux acteurs pour faciliter. Alors, ce n'est pas encore aussi facile qu'on voudrait, mais ce que je vous garantis, c'est que c'est infiniment plus facile que ce que ça l'était avant. Ça, c'est assez clair. Il y a de vraies progressions qui vont dans le bon sens. Alors, on va parler du SNDS. C'est assez confusant parce qu'en fait, c'est un terme qui est utilisé un peu à tort et à travers. Ça désigne plein de choses. Enfin, ça désigne une chose d'un point de vue légal précise, mais en fait, on l'utilise pour beaucoup de choses. Et il n'y a encore pas très longtemps, j'ai encore des gens qui, pour parler du hub, me disent le SNDS. Bon, j'espère que ça arrive normalement de moins en moins souvent. Le SNDS, c'est un acronyme qui veut dire Système national des données de santé. Alors ça, c'est un tout petit historique que je vais justement passer en plusieurs slides. En 82, il y avait cette base-là, donc qui s'appelle le PMSI, hein, qui est essentiellement une base
hospitalière, de parcours hospitalier, et qui est une base nécessaire notamment sur laquelle se base l'État pour les remboursements, pour les financements des établissements hospitaliers. D'accord ? Donc vous allez avoir des informations sur les actes qui sont réalisés. On ne va pas avoir les résultats des actes, mais on a les actes qui sont réalisés, qui sont codés, hein, avec un codage SIM10. Vous allez avoir évidemment le service dans lequel la personne est hospitalisée. D'accord ? S'il y a un décès à l'hôpital, vous allez aussi l'avoir. Et il y a un code SIM10 de la pathologie. Donc ça, c'est vraiment important. Donc il y a quand même une information sur la pathologie ici. En 99 est créé le SNIRAM. Donc essentiellement, le SNIRAM, pour faire simple, c'est la base de données qui correspond à la carte vitale. C'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour le remboursement des soins en ville. D'accord ? Et donc, bon, j'irai dans le détail, mais essentiellement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut, pour savoir si vous avez une information ou pas dedans, en fait, il faut essayer de juste réfléchir à qu'est-ce qui est remboursé. Et en fait, vous avez l'information qui est nécessaire pour le remboursement. Ça a été fait pour ça. D'accord ? Donc, typiquement, vous avez, par exemple, la liste de tous les médicaments que vous allez chercher si vous avez une ordonnance, parce qu'ils sont tous remboursés. Vous avez la visite chez le médecin, vous avez la spécialité du médecin, parce que ça compte dans le remboursement, la spécialité. Par contre, ce que vous dit votre médecin, ce n'est pas codé. Bien sûr, d'accord. Si vous allez faire une radio en ville, on sait que vous êtes allé faire une radio, tel type de radio. Par contre, on n'a pas la radio, hein, parce qu'on n'a pas besoin pour rembourser. Voilà, c'est vraiment cette logique-là de remboursement. L'intérêt, évidemment, c'est que je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a quand même une spécificité française, qui est que à peu près tout le monde en France est remboursé partiellement d'à peu près tout. Donc ça fait quand même, ça fait pas mal, ça fait plus de 67 millions de personnes. Et là, ces bases-là, quand j'en parle, c'est sur plus de 20 ans d'historique. Hein, donc c'est quand même, c'est pas rien. Et alors en 2016, vous avez le SNDS qui est créé. Le SNDS qui va faire un lien entre ces deux bases-là, d'accord, plus une troisième base qui en termes de volume est toute petite, mais qui est quand même très intéressante, qui sont les causes médicales de décès, notamment en ville, hein, qui sont là. Et qui sont, tout ça c'est chaîné, ça s'appelle le SNDS en 2016. Et alors, c'est pour ça que c'est un petit peu confusant, c'est qu'en 2019, il va y avoir une extension de ça. Mais bon, je vais en parler. Et maintenant, aujourd'hui, si vous voulez être strict par rapport à la loi, ça s'appelle la base principale du SNDS. Ah, c'est pour ça que c'est un peu confusant. Alors, ce n'est pas une base d'une grande simplicité, hein, mais par contre, ça y est, enfin, il commence à y avoir énormément d'outils, notamment en ligne, j'y reviendrai à la fin de mon exposé, sur la plateforme du Hub, qui viennent vous aider pour naviguer dans cette base. Voilà des chiffres qui vous donnent un petit peu l'ampleur de la chose quand même, ça vous montre que c'est quand même assez imposant. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Voilà, je pense que je vous ai déjà à peu près expliqué, mais vous voyez, par exemple, âge, sexe, code postal, type de régime, maladie longue durée. Évidemment, si c'est une ALD, elle est codée, même en ville, parce que les remboursements sont différents. D'accord. Vous avez toute la consommation de soins en ville, toute la consommation de soins en établissement. Vous avez, alors par contre, on a la consommation de soins par les personnes âgées en établissement, ça c'est une particularité, parce que normalement, a priori, à l'hôpital, dans le PMSI, il n'y a pas les consommations de soins. Des caractéristiques socio-économiques, et par contre, vous n'avez pas, c'est ce que je vous ai un petit peu raconté, vous n'avez pas tout ça, vous n'avez pas d'informations, vous n'avez pas les résultats des actes, notamment, vous n'avez pas les informations cliniques, à part le code SIM10 si la personne passe à l'hôpital. Par contre, nous, on finance beaucoup d'équipes qui développent des algorithmes, et là, je ne sais plus à combien on en est, mais on en a beaucoup maintenant, qui financent des algorithmes qui vont faire du ciblage de pathologie dans la base du SNDS. Hein, c'est-à-dire que maintenant, vous commencez à avoir des algorithmes sur étagère où vous allez dire, je veux avoir les patients qui ont telle pathologie. Et en fait, il y a des gens qui ont travaillé pour effectivement arriver à cibler au mieux ces pathologies-là, même pour des gens, par exemple, qui ne sont pas passés à l'hôpital et donc il n'y a pas de code SIM10. Donc on va regarder les médicaments qu'ils ont pris, etc. Et ce sont en général des algorithmes qui ont été vérifiés et validés sur des données de registre pour vérifier que ça a bien marché. Donc là, on a des campagnes de financement continues de ce type d'algorithmes qui sont bien sûr open source. Alors, je vous dis, donc en 2019, ça s'appelle maintenant, ce que je viens de vous décrire, ça s'appelle la base principale du SNDS. Et en fait, on rajoute, ça reste encore plus confusant, c'est qu'en fait, dans cette base principale, il y a d'autres choses qui viennent se rajouter. Il y a des bases Covid qui sont mises dans cette base principale. D'accord? Et maintenant, le SNDS, de façon générale, ça contient la base principale et ça contient le catalogue que j'ai mentionné au début de mon exposé. D'accord? Donc ça, c'est les 12 ou 13 bases, je ne sais plus combien il y en a, 12, non 10, je ne sais plus, excusez-moi,
bases qui sont dans le catalogue à date. Encore une fois, il y en a 15 qui arrivent. Donc il y a des bases assez différentes. Certaines sont chaînées avec le SNDS, donc notamment c'est le cas de la base nationale des maladies rares ici. Donc ça c'est une base vraiment importante qui est très demandée, hein. Ce sont des choses vraiment extrêmement informatives. Là vous avez je ne vais pas les citer toutes et j'aime pas trop en dire que quelques-unes parce que j'ai l'impression de faire du favoritisme. C'est pas top, mais bon, voilà. Moi il y a la liste des maladies obligatoires. Vous avez une base de registre ESME fournie par Unicancer sur le cancer du sein. Enfin, voilà, il y a vraiment des choses très différentes. La base des arrivées dans les services d'urgence, une base d'un Big Pharma, hein, sur un accès précoce. Voilà, donc il y a des choses qui sont extrêmement différentes. Et encore une fois, il y en a un certain nombre, pas toutes, hein, mais un certain nombre qui sont chaînés avec le SNDS. Le SNDS, il faut le voir, vous avez vu des exemples d'utilisation, hein, juste avant, mais il y a essentiellement deux utilisations. Soit vous l'utilisez en tant que tel, hein, pour faire de la pharmacoépidémiologie souvent ou des choses comme ça. C'est encore sous-utilisé, je pense. Moi, je suis chercheur en IA, c'est sous-utilisé pour l'IA. C'est vraiment sous-utilisé pour l'IA, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en IA. Mais bon, il y a beaucoup de pharmacoépidémiologie, hein, donc tout ce qui est notamment surveillance des médicaments, enfin détection d'effets secondaires. Et puis il y a une autre utilisation qui est fondamentale, on l'a vu pour certains projets, c'est que vous pouvez faire un chaînage avec des bases de données cliniques et ça vient vous apporter une information contextuelle extrêmement importante. Vous apprenez des choses sur vos patients avant de rentrer dans la base et après être sorti de la base. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement informatives. Alors, comment on accède à toutes ces données de santé? Je ne vais pas parler de façon détaillée. En plus, là, les slides, on est 130 au web maintenant à peu près, ou 120, hein. Les slides, c'est toutes les directions sont impliquées dans ces slides-là. Là, moi, je suis la direction scientifique, donc je ne suis pas non plus l'expert juridique. Donc, si vous me posez des questions extrêmement précises, il va falloir que je me tourne. J'ai quelques experts avec moi du hub dans la salle, mais je ne suis pas garanti de pouvoir donner des réponses extrêmement précises sur tout. Donc, essentiellement, vous avez. Alors là, il y a une erreur, il n'y a pas d'avis de CSRS, excusez-moi. Vous avez des méthodologies de référence. Donc, ça, c'est des sortes de fast track extrêmement rapides. Vous avez le MR007, c'est pour les établissements de santé pour utiliser leur base. Vous avez le MR005 pour les industriels pour utiliser le PMSI. Non, MR00, oui, c'est 5, c'est ça. Je crois que c'est 5. Le 4, il faut le connaître par cœur, hein. Le 4, c'est quand il n'y a pas de données du SNDS et vous pouvez remonter, informer le patient. Voilà, donc vous avez aussi une méthodologie de référence, ça veut dire ça va vite. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est ultra vite et il n'y a pas d'avis. D'accord? Il n'y a pas d'avis. Là, vous avez une procédure simplifiée pour accéder à un échantillon donc, du SNDS. Je crois que c'est 2% du SNDS, qui est censé être assez représentatif. Et donc là, vous avez une procédure simplifiée qui est juste une approbation par le Health Data Hub. Vous ne passez pas devant la CNIL. D'accord? Et puis là, essentiellement, vous avez la demande d'autorisation, et je vais en revenir, je vais revenir sur cette chose-là. Donc, c'est deux étapes. Vous déposez votre protocole, on va revenir dessus, de demande d'accès au web. On joue le rôle de. Donc, quand vous êtes hors méthodologie de référence, hein, vous êtes obligé de vous adresser au web en tant que guichet unique d'accès aux données de santé. Vous déposez votre protocole, on va énormément vous aider. On a une direction qui est exclusivement dédiée à ça, à gérer tous ces dépôts-là et à vous aider dans l'écriture de votre protocole. Ensuite, vous allez vous allez passer devant un comité, enfin votre dossier va passer devant un comité éthique et scientifique qui va essentiellement donc évaluer l'aspect éthique, scientifique et l'intérêt public. D'accord? C'est un comité d'experts. Vous avez moitié, je pense, méthodo, moitié clinicien, pour dire les choses extrêmement grossièrement. D'accord? C'est un processus de reviewing standard, au sens soit c'est rejeté, soit c'est avis, il faut réviser votre version, soit c'est accepté. D'accord? Et là, vous avez une réponse en 1 mois. Ils font un gros boulot. Hein, ça marche bien, et je ne sais plus combien ils ont fait. Je crois qu'ils sont à 1000 projets déjà vus depuis le début. Enfin, c'est assez impressionnant. Hein. Ah, c'est peu, c'est 15%. C'est très peu. Ils acceptent 85% passent le CSRES. Alors, quelquefois, il y a une révision. Hein, mais 85% des projets, depuis qu'il y a le CSRES, passent le CSRES. Hein, donc, il n'y a pas un taux de refus si important que ça. Hein. Si le CSRES formule donc un avis favorable, à ce moment-là, vous allez à la CNIL.
qui va vérifier l'information citoyen, enfin qui va vérifier ce pourquoi elle est mandatée. Et là, vous avez alors, soit 2 mois, et si la CNIL est sous l'eau, c'est 2 mois plus 2 mois, donc ça fait 4 mois. Donc là, vous avez 1 mois plus 2, maximum 4 mois, donc là, on a du 5 mois. Alors ensuite, soit vous avez fait une demande pour accéder à des données, je ne sais pas où, de je ne sais pas quoi, hein, et ensuite, bah, s'il faut s'adresser, à ce moment-là, vous avez votre autorisation et vous allez voir le producteur et puis la plateforme qui va devoir héberger vos données. Là, moi, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va prendre, ça va dépendre énormément des producteurs de données. Soit, en l'occurrence, vous faites une demande SNDS. Si vous faites une demande SNDS, derrière la mise à disposition, notamment sur la plateforme du hub, c'est de 3 à 6 mois aujourd'hui. Alors, ça, on va dire, ouais, ça fait beaucoup du coup, ça fait un. Alors, ça c'est incompressible. Hein. Là, c'est 1 mois, là, c'est 4 mois au maximum, ça fait du 5 mois. Et ensuite, il nous dit 3 à 6 mois. Mais il n'y a pas encore très longtemps, c'était du 9 à 12 mois. Donc, on fait des gros, gros progrès. C'est certainement pas assez rapide encore, mais c'est vraiment beaucoup plus rapide qu'avant. Hein. Donc, ça, je veux dire, enfin, on est fiers au web d'avoir accéléré comme ça et on va continuer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais évidemment, on est conscient que ce n'est pas assez rapide. Et voilà. Et par contre, la loi européenne va venir et normalement, enfin, ce qui a été voté bouscule un peu ça. C'est-à-dire que la loi européenne, elle inscrit qu'il y a 4 mois maximum pour avoir un avis. Et une fois qu'on a un avis favorable, c'est 4 mois maximum pour accéder aux données. Sinon, il y a une amende aux producteurs de données. Bon, c'est assez punchy. On va voir comment ça va être implémenté en France. Hein. C'est toujours le même problème, c'est que quand vous avez une loi européenne, il y a des implémentations différentes. Le protocole, bah, vous allez expliquer plein de choses, ce que vous allez faire, pourquoi vous avez besoin des données. Hein. Il y a des contraintes RGPD, évidemment, de minimisation des données. Vous ne pouvez pas dire, hein, même je sais que quand on fait de l'IA, on a envie de dire bah, je prends tout parce que je ne sais pas je sais pas ce qui va être utile. Ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas écrire ça. C'est totalement contre le RGPD. D'accord? Donc, il va falloir quand même justifier les raisons pour lesquelles vous demandez certaines variables. La liste des financeurs de l'étude, des avis, enfin bon, évidemment, une lettre d'information aux personnes concernées, le cas échéant. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Mais ça, encore une fois, on vous accompagne. Alors, pour quelle finalité vous avez le droit de déposer une demande d'accès? Franchement, je pense que en fait, c'est assez simple. Vous voyez, les finalités interdites, je pense que tout le monde se rend compte qu'elles doivent être interdites et en gros, tout le reste est permis. C'est pour dire les choses simples. Hein. Donc, en gros, vous n'avez pas le droit de faire la promotion, vous n'avez pas le droit de faire de pub enfin, il n'y a pas de projet de faire des publicités grâce à l'accès à ces données-là. Et puis, vous ne pouvez pas, évidemment, enfin, un assureur ne peut pas faire du pricing de prime d'assurance. Voilà. Bon, je pense que c'est le sens commun qui vous permet de vous dire est-ce que vous êtes dans des finalités interdites ou pas. En gros, je pense que c'est assez clair. Alors, il y a énormément de documentation mise en ligne sur le site du Hub pour vous aider dans vos démarches, notamment un starter kit extrêmement détaillé qui vous accompagne pas à pas dans le remplissage du protocole. Enfin, vraiment, encore une fois, on a une équipe dédiée sur cette problématique-là et qui est vraiment particulièrement efficace. Ça s'appelle le guichet. Voilà, donc, si vous voulez parler à des gens du Hub autour de ce dépôt de protocole, vous demandez à parler au guichet. Et c'est eux qui vont vous répondre et vous accompagner. Troisième partie, la plateforme. D'accord? Donc la plateforme, donc ça encore une fois, c'est pas obligé. Enfin, je veux dire, nous, dans les 135 projets qu'on accompagne, il y a plein de projets qu'on accompagne qui n'ont pas vocation à aller sur notre plateforme. Hein. En général, on pousse l'utilisation de notre plateforme, on va dire, dans 2 cas paradigmatiques, si je suis vraiment très très macro. Le premier cas, c'est il y a du chaînage de données à faire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez technique. Et pour nous, ça ne ferait pas sens de développer cette capacité-là dans tous les établissements de santé, dans tous les entrepôts de données de santé de tous les établissements de santé. D'accord? C'est un petit peu aberrant, ça doit se faire à un niveau national. Donc, notamment si vous avez du multicentrique ou si vous demandez un chaînage avec le SNDS, par exemple. Donc ça, c'est le premier cas d'usage où on incite à utiliser une plateforme. Et deuxième cas d'usage, vous avez besoin de grosses puissances computationnelles. Bah, la même chose, on ne va pas faire des clusters de GPU dans toute la France. Il faut qu'il y ait une plateforme nationale. Et voilà. Donc on pousse l'utilisation de notre plateforme que dans ces 2 cas-là. Mais il y a beaucoup de projets qu'on accompagne, beaucoup, il y en a, je ne sais plus, 30%, qui ne sont pas sur notre plateforme et qui n'ont pas vocation à atterrir sur notre plateforme.
Alors, c'est une plateforme cloud dont je pense que vous avez entendu parler dans la presse, hein. Je vais pas, enfin, je pourrais répondre aussi à toutes les questions là-dessus. Dédié aux projets de recherche en santé d'intérêt public, avec donc une ingestion et hébergement de données de santé. Donc, je vous ai dit, il y a le catalogue qui va être copié effectivement sur la plateforme du hub. Ça sera des stockages froids, mais aujourd'hui, on a énormément de stockage chaud. Un espace mis à disposition dédié, avec beaucoup d'outils, mais je vais revenir dessus. Alors ça, c'est le schéma technique d'ingestion de données. Je ne suis pas sûr que je vais trop en parler. Par contre, ce qui est important, c'est que vous, en tant qu'utilisateur, vous êtes là et vous accédez. Donc, vous avez une bulle sécurisée qui est ouverte que pour votre projet, où il n'y a que les données auxquelles vous avez vous avez un droit d'accès, et vous y accédez à distance, a priori, depuis votre laptop. Il y a des protocoles, il y a évidemment une analyse de risque à faire, enfin, là, il y a quand même des choses à vérifier, mais c'est souple. Hein. Vous pouvez être un peu n'importe où et avec votre laptop, effectivement, accéder à, essentiellement, ça va ressembler à un notebook euh, Python ou équivalent. Vous allez pouvoir faire du R, mais je vais revenir dessus. Du R, du Python et choses comme ça. Alors, les données, évidemment, les données auxquelles vous allez pouvoir avoir accès sont des données qui sont pseudonymisées. Ce ne sont pas des données qui sont identifiantes, directement identifiantes. Alors ça, c'est une notion du RGPD, hein, c'est-à-dire qu'il y a à peu près, je ne sais plus le nombre exact, mais il y a 15 champs identifiants, le nom, le numéro de sécu, une date de naissance exacte, une adresse exacte, ou ce genre de choses. Donc tout ça, c'est effectivement enlevé. Et à ce moment-là, quand vous enlevez tout ça, en Europe, on est sur de la donnée pseudonymisée. Aux États-Unis, vous êtes sur de la donnée anonymisée une fois que vous envoyez tout ça. Hein. Il commence à revenir, je ne sais pas si vous connaissez la base Mimic, par exemple, qui est très utilisée aux États-Unis, qui est une des bases les plus utilisées en IA en santé. Qui était disponible et qui était une base de données de soins intensifs pseudonymisée en sens européen, mais totalement ouverte aux États-Unis. Il y a des gens qui ont fait des réidentifications et ça y est, ils la ferment et maintenant ça va être sur un modèle européen où on va accéder à distance. Donc ce n'est pas l'État qui organise ça aux États-Unis, mais les producteurs de données commencent à se rendre compte que c'est quand même sensible des données pseudonymisées. Il y a une grosse différence donc entre États-Unis et France et Europe par rapport à ça. Et donc, vous allez avoir une pseudonymisation en France et vous accédez donc à ce type de données-là. Alors, il y a alors, quand on récupère des données d'un acteur, évidemment, c'est extrêmement sécurisé. Notre plateforme a été auditée par la DINUM, on est une des plateformes les plus sécurisées de France. Hein. C'était un audit de la DINUM. Donc, on est extrêmement à jour sur tout ce qui est sécurisation. Alors, on est capable d'ingérer des données aujourd'hui, des formats de fichiers de ce type-là, de façon automatique. Pour les données d'image, on enlève automatiquement les métadonnées. Voilà, il y a des choses au coup par coup. Et évidemment, ça, c'est des offres qui ne font que s'élargir en fonction du besoin. Donc, ça va croître le type de données qu'on va pouvoir ingérer, hein, évidemment. Et puis, voilà des outils auxquels vous avez accès. Alors, vous savez, je pense par la presse qu'on est sur Azure, les machines sont en banlieue parisienne, mais la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que vous avez une puissance de calcul forte. La mauvaise nouvelle, entre guillemets, vous n'avez pas accès au framework Azure. Hein. Vous n'avez pas accès au framework Azure. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas accès. La bonne nouvelle, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est pas assez sécurisé, le framework Azure. D'accord. Donc, on a nos services de sécurisation. Donc, ça, c'était quelque chose d'absolument inévitable pour nous à faire. Hein. La sécurité, c'est la chose fondamentale. Mais par contre, vous avez accès à tout un environnement qui a été donc développé par des entreprises françaises en collaboration avec nous et qui vont vous permettre effectivement de faire tourner des notebooks et des choses comme ça. Là, vous voyez un peu une offre de logiciels aujourd'hui disponibles. Et vous pouvez même donc faire du Spark, là maintenant c'est récent, et ça ne fait que croître, évidemment. Cette offre logicielle ne fait que croître en fonction des besoins des gens. Voilà, alors ça, dans chaque espace sécurisé, par défaut, vous pouvez avoir accès entre 2 et 64 cœurs CPU, entre 16 et 512 Go de RAM et entre 1 et 4 GPU. Et vous ne payez pas le coût computationnel. Ça, c'est quand même la nouvelle aussi qui est quand même assez impressionnante, c'est pris en charge. Hein, vous ne payez pas l'utilisation de ces machines-là. Et donc tout récemment, on a mis Spark dans les bulles, enfin, en accès dans les bulles avec une puissance maximale de 480 cœurs CPU. Okay, donc on a une vraie puissance de frappe.
Alors, vous l'avez déjà vu, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que je voudrais arriver vite à mon dernier point, mais vous l'avez déjà vu, des exemples. Évidemment, on ne va pas sizer de la même façon les différentes bulles en fonction de ce que vous avez besoin. On est vraiment très élastique. Donc, vous voyez là, des logiciels en fonction des exemples de projets, mais ça peut être extrêmement varié. Ma dernière partie sur laquelle je suis censé terminer. C'était dit un quart d'heure de questions, ça sera 10 minutes. Donc, il me reste combien de temps à peu près? On va dire 4 minutes. 4 minutes, ok, parfait. Donc, des ressources pédagogiques, pardon, là, je vais trop vite là. Des ressources pédagogiques pour la prise en main des données. Donc ça, c'est très important. Énormément de ressources ouvertes qui sont disponibles sur la plateforme du Hub. Alors, pour s'entraîner, échanger avec l'écosystème, se former, se documenter, je vais très rapidement développer chacun de ces points-là. Vous donner un aperçu, hein, je ne peux pas vous faire tout parce que c'est, encore une fois, on est 120, je crois, au Hub, ça existe depuis 4 ans et demi, donc il y aurait énormément de choses encore à dire. Donc il y a des formations, je crois qu'on en a parlé pendant le pitch des startups. Hein. Il y a des formations SNDS qui sont régulièrement, et auxquelles vous pouvez vous inscrire, hein, qui sont régulièrement données, ça c'est important. Il y a un MOOC aussi SNDS ici, qui est disponible. Une documentation collaborative du SNDS en ligne. Donc là, vous avez énormément d'infos sur le SNDS en ligne. Hein. Vraiment, vraiment beaucoup d'infos que vous pouvez aller voir avec toutes les métadonnées qui vous expliquent chacun des champs. Enfin voilà. Hein, et pour que vous appréhendiez un petit peu cette base-là. Et encore une fois, ça y est, on a fait un format, enfin, elle est accessible au format OMOP maintenant aujourd'hui. Donc ça permet de simplifier notamment si vous avez des algos qui sont compatibles au MOP, c'est assez facile à faire tourner. Un dictionnaire interactif de la base, donc ça c'est super rigolo de jouer avec et très informatif. Je vous conseille quand même d'aller voir. Donc vous savez, c'est les nouveaux displays de base où vous vous baladez dans la base avec la souris et c'est interactif et vous allez voir tous les champs et vous faites des zooms là où vous voulez aller, etc. Et vous pouvez faire des recherches croisées dans tous les sens sur des champs, etc. Enfin, c'est vraiment un outil extrêmement intéressant et très informatif à utiliser. Hein, on a 2000 visites par mois. Un forum d'échange et outils de visualisation de l'écosystème. Donc, vous vous inscrivez, vous avez un forum, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur le SNDS et soit le Hub répond, soit d'autres acteurs vont répondre. Voilà, c'est le principe du forum. Hein, et ça, c'est aussi extrêmement actif. Des données synthétiques. Donc là, vous pouvez récupérer un jeu de données synthétiques du SNDS pour vous faire la main aussi. Et on met à jour régulièrement, parce que chaque année, hein, le SNDS change. Il y a de nouvelles, des petites variations hein, d'une année sur l'autre. Alors c'est important parce qu'il faut se mettre à jour. C'est un peu désagréable parce que ça veut dire qu'effectivement, quand vous allez faire du rétrospectif, il va falloir tenir compte de cette évolution-là. Mais bon, il vaut mieux avoir le maximum d'informations chaque année. Donc on essaie de mettre à jour. Donc là, ça va être mis, je crois, voilà, c'est pas encore mis à jour dans les données synthétiques, mais ça devrait l'être sous peu. Voilà, j'ai terminé. Magnifique, Emmanuel. On s'accorde 7 ou 8 minutes de questions. On commence par des questions dans la salle. Je rappelle également aux internautes hein, qu'on attend vos questions sur le chat. Il y a des questions dans la salle. Monsieur. Micro. Je veux bien ensuite prendre la question sur le monstre. Là, je ne sais plus qui c'est qui l'a posé, mais je veux bien la prendre, cette question. C'est le monstre gentil, c'est Casimir, non? C'est ce que vous allez nous dire. Monsieur, vous attendez le micro, je crois. Qui peut donner le micro en salle, là, s'il vous plaît? Allô, allô? Est-ce que celui-là? Oui. Pas. Bon, on va chercher un micro. Voilà, merci Morgane. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir, donc vous disiez que tout ce qui est computation est gratuit, mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a des coûts à prévoir donc pour faire des demandes, déposer des dossiers Vous avez le coût RH, que ça va vous prendre du temps, mais non, il n'y a pas de coût. Enfin, je sais, non, il n'y a pas de coût du tout. Non, il n'y a rien. Et en écho à la question de tout à l'heure sur le staff interne à avoir, vous constatez parmi les 135 projets qu'il y a combien de personnes qui sont mobilisées pour
récupérer les C'est données et... extrêmement variable et ça va être notamment, alors ça va être variable en fonction des données que vous allez demander et puis, forcément du niveau de connaissance des gens qui font la demande. C'est très difficile. Si vous n'avez jamais fait de demande au CESRES, je ne vais pas vous mentir, c'est assez courant d'être calé une fois. Voilà. Quand même, voilà, il n'y a rien de mal, mais voilà. Mais c'est plutôt bien parce que vous avez vraiment des experts au CESRES. Hein. Vous avez des experts médicaux, comme je dis, cliniciens méthodos, vous avez des gens de spécialistes d'IA, vous avez voilà, il y a vraiment des juridiques. Et donc, en fait, quand on vous demande une révision, c'est que vraiment, il y a des choses à améliorer. Et même, en général, les gens sont intéressés par les avis du CESRES et le projet sort bien meilleur, en général, après une révision. Le protocole sort bien meilleur. Donc, voilà. Maintenant, encore une fois, c'est extrêmement difficile de vous donner des ordres de grandeur sur le nombre de personnes nécessaires, comme ça, dans l'absolu. J'ai une question sur le chat. Alors, vous avez déjà évoqué le sujet, mais peut-être qu'il faut le préciser. Comment cette base principale du SNDS s'articule avec l'espace européen des données de santé adopté en avril 2024? Alors, l'espace européen des données de santé, alors on va parler de la partie utilisation secondaire des données, parce qu'il y a une partie primaire, mais là, comme on parle que secondaire, et nous, on est concerné que par le secondaire, je vais parler que de cette partie-là, mais l'autre est quand même très, très importante aussi. Hein. Donc, c'est la partie utilisation secondaire. Dans chaque pays, on va avoir ce qu'on appelle, alors dans le jargon, ça s'appelle les HDAB, Health Data Access Bodies, qui vont être ces guichets d'accès, des guichets nationaux d'accès aux données de santé. Il y aura toujours une gouvernance locale qui existera, donc vous pourrez toujours aller demander à un hôpital ces données, avec la gouvernance qu'on connaît aujourd'hui, essentiellement. Enfin, voilà. Mais vous pourrez ensuite vous adresser à des HDAB nationaux pour faire la demande à n'importe quelle base de données. Est-ce que ça peut rallonger les délais? Attendez, parce que j'ai pas déjà répondu à la question. Il faut laisser répondre à la question avant d'arriver. Donc vous avez voilà. Et donc chaque HDAB va devoir montrer, et notamment par des métadonnées, hein, par des catalogues de métadonnées, a priori toutes les bases qui sont disponibles. C'est un travail de titan. Hein, je pense que vous en rendez compte que ça paraît un peu fou, mais bon, c'est vers ça qu'on va et c'est ça qui est marqué dans la loi. Et donc, notamment, en France, le HDAB devra montrer le SNDS qui devra être accessible à n'importe quel acteur européen en suivant les protocoles d'accès. Du coup, c'est ce que j'ai un petit peu expliqué. Ce que la loi dit, c'est que quand vous faites une demande à un HDAB, il va y avoir 2 mois, plus 2 mois, s'il y a besoin de délai pour le HDAB, pour vous donner une réponse définitive, maximum 4 mois. Et si vous avez une réponse favorable, le HDAB et le producteur de données doit mettre au maximum, même chose, c'est 2 mois plus 2 mois, donc c'est 4 mois pour donner l'accès aux données. D'accord? Donc ça sera normalement du 8 mois maximum, et si ces 8 mois ne sont pas respectés, il y a des amendes. Quels sont les axes d'amélioration, justement, pour tenir ces délais que vous déployez actuellement? Vous embauchez plus ou qu'est-ce que vous... Alors, ça ne concerne pas que le hub. Hein, ça concerne tout le monde, là. Donc, tout le monde se met un peu au garde à vous, essayer de comprendre comment on va s'organiser tous, collectivement, parce que c'est extrêmement compliqué de faire ce genre de choses. Donc, nous, on commence, on répond régulièrement, et on est toujours très souvent chef de file à des appels à projets européens dans la constitution de cette grosse organisation européenne. Et donc, par exemple, on a représenté la France sur un call européen sur justement la constitution du HDAB français. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, je crois, plus une vingtaine de producteurs de données qu'on a embarqués avec nous. Et on est en train de travailler aujourd'hui à la constitution de métadonnées qui sont totalement interopérables, enfin sous les mêmes formats de ces 20 bases-là. Donc il y a ce genre de choses à faire. Il y a évidemment la constitution, la standardisation des données, l'interopérabilité des données. Et ensuite, il y a la gouvernance, la nouvelle gouvernance qui n'est pas encore mise en place, mais qui va être très importante, qui devra être mise en place. Et un chantier majeur dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui est la valorisation de la donnée. Parce que là, il y aura un coût. Ça, c'est une autre table ronde, si je peux me permettre. Hein. C'est un autre colloque. Alors, non, mais il y aura une valorisation. Par contre, dans la loi,
Les tarifs ne sont pas donnés aujourd'hui. Ils disent juste qu'il va y avoir des tarifs, il y a une grille à faire qui sera certainement assez large. Et par contre, il y a un principe majeur qui est important à garder en tête, c'est que les coûts qui pourront être répercutés par les producteurs de données de santé aux gens qui vont demander des accès seront des coûts marginaux et pas des coûts complets. Ça, c'est pas une petite décision. Donc, mais ça, c'est inscrit dans la loi, par contre. Je suis une start-up. J'ai ma bulle sécurisée avec mes données. J'ai mes résultats d'analyse de mes données. Est-ce que j'en suis propriétaire? Est-ce que je suis le seul à y accéder ou est-ce que je dois les partager? Et si c'est le cas, avec qui? Non, non, les résultats, on a vu les exemples, par exemple, d'Implicity. L'algorithme qu'ils ont développé dans le cadre du projet Hydro, ils sont propriétaires de cet algorithme-là, ils ne l'ont pas mis en open source. Voilà. Mais ça fait partie de l'intérêt public parce que le DM va être déployé en France, donc c'est de l'intérêt public. Donc non, il n'y a aucune obligation. Il y a une obligation de transparence de ce qui est fait, c'est sûr. Donc ça, on inscrit sur les répertoires, sur ce qui est fait. Nous, on pousse la plus grande ouverture possible, donc de partager ce qui est partageable, notamment dans les appels à projets qu'on finance. Ça, c'est un critère de choix. C'est-à-dire de dire, oui, si vous êtes prêt à partager beaucoup de choses, on va plutôt aller vers ceux qui sont prêts à partager par rapport à ceux qui sont pas prêts à partager. Mais maintenant, dans la pipeline normale de demande d'accès, non, ce n'est pas un critère du tout. Du moment que le CSRES dit que c'est OK et que c'est d'intérêt public, on exécute. OK. Encore une dernière question? Oui, madame. Et pour toutes ces présentations, c'est peut-être aussi des questions différentes startups parce que c'est des projets d'intérêt public. Mais quel est le retour sur investissement pour les startups et comment J'ai pas compris, excusez-moi. Les projets avec le Health Data Hub sont des projets d'intérêt public. Mais je vous dis, par exemple, Hydro, Implicity a fait un DM qui vont faire payer, et c'est un projet d'intérêt public. D'accord, voilà, c'était ma question. Non, je veux dire, ne voyez pas... En gros, quand je dis qu'on facilite l'accès à la recherche d'intérêt public, vous avez vu les finalités interdites? C'est la promotion... en gros de la pub, du scoring de primes d'assurance, mais sorti de ça, en gros, quasiment tout est d'intérêt public. Donc le développement d'un DM ou d'algo propriétaire par une start-up, c'est de l'intérêt public, avec vous gardez votre droit de propriété intellectuelle, etc. Ça, c'est de l'intérêt public. Il n'y a pas de sujet. La propriété intellectuelle reste aux gens qui ont développé. Oui, sinon il serait jamais. Sinon, il n'y a aucune startup qui, il n'y a pas aucune startup qui viendrait développer des DM via le hub. Ce ne serait pas possible. Non, bien sûr, c'est très important. Toute dernière question? Non? Merci. Point peut-être juste avant. Je n'ai pas parlé. Donc moi dans mon équipe, on a une équipe dédiée à la relation avec les industriels et notamment avec les startups. Et donc, vous pouvez contacter. On fait énormément. Donc, évidemment, on aide sur tout ce que j'ai dit ici, sur tout ce qui est régulation, accès aux données, standardisation, etc. On peut discuter avec vous. On fait énormément de mise en relation. Dans notre écosystème, on a tous les gros industriels, on a tous les académiques, toutes spécialités confondues. On a énormément de producteurs de données. Donc, on sait où et quoi, qui est intéressé par quoi, etc. Donc, bon, je ne vous dis pas que ça va marcher à tous les coups, mais il ne faut pas hésiter à nous, c'est notre mission aussi, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions en disant on cherche ça, est-ce que vous avez connaissance de ça, ça et ça? C'est aussi notre mission de vous répondre. Voilà. Il faut challenger le Health Data Hub pour progresser tous ensemble. Oui, merci Emmanuel. On est déjà beaucoup challengés. C'est clair, on applaudit, merci Emmanuel.